L'œil de l'expert. Chaque semaine à cette heure-ci, un expert, une experte reconnue dans son domaine vient répondre en direct, en studio. Marie-Laure Stéphanie, bonjour. Bonjour Michel. Enseignante en architecture à Junia, l'école d'ingénieurs de la Cato, responsable pédagogique domaine bâtiment, aménagement, architecture. Merci de rejoindre l'équipe des experts d'RCF Hauts-de-France. Alors avec vous, une fois par mois, on va s'arrêter sur un lieu qui incarne dans la région la variété de l'offre culturelle, finalement, architecturale, patrimoniale. Et l'on commence par un lieu ô combien emblématique, c'est juste aux portes de Lille, la Villa Cavrois. Alors pour bien comprendre le lieu, on va faire un peu d'histoire aussi. D'abord peut-être concernant Paul Cavrois, qui est-il ? Alors Paul Cavrois, c'est un riche industriel qui est issu d'une famille de filateurs, de teinturiers, voilà, qui est basé à Roubaix. Et puis, ce Paul va épouser, au début des années 1920, voilà, il va épouser Lucie Van Outreeve, qui est la veuve de son frère. Son frère Jean-Baptiste est décédé pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, ils avaient déjà eu 3 enfants ensemble. Et ensemble, donc avec Paul, ils vont avoir une grande famille de 7 enfants. Et donc, ils recherchent une grande maison. Il va se faire construire une grande maison. Il va s'associer à Robert Mallet Stevens, qui est architecte, moderniste à cette époque-là. Et puis, il a des envies d'une maison avec de la lumière naturelle, du confort moderne, très fonctionnel, parce qu'en plus des 7 enfants et de couple, il y a des domestiques. Il y a des domestiques, donc il y a du monde. Donc c'est un lieu de vie moderne et spacieux qu'il recherche. En quoi est-ce que la Villa Cavrois, que l'on connaît, est devenue manifeste architecturale ? Alors déjà, c'est grâce à Robert Mallet Stevens, oui, qui est architecte. Il fait partie des premiers architectes modernistes. Il s'est fait connaître assez tôt, déjà par le cinéma, parce qu'il va faire des décors de cinéma. Le cinéma, c'est nouveau. Et c'est lui qui va réinventer inventer en tout cas ses décors. Il a fondé l'UAM aussi ? Il a fondé l'UAM, exactement. Alors, il fait partie des architectes contemporains de Le Corbusier, par exemple, des plus connus. Et puis, il a des réalisations importantes. La Villa Noailles, juste avant la Villa Cavrois, qui se visite encore, qui est une résidence pour artistes. Et puis, la rue Mallet Stevens, qui est assez connue dans le Paris 16e, qui se visite aussi, que vous pouvez aller voir sans difficulté. Et donc, arrive la Villa Cavrois en 1932. En 1932, inaugurée pour le mariage finalement d'une fille. Exactement. Alors donc, il y a le mariage de Geneviève Cavrois en 1932. Donc c'est ça qui est chouette, c'est qu'on retrouve des photos de ce mariage avec cette villa qui est inaugurée donc la même année. Cette maison, c'est donc un manifeste du modernisme. Elle est extrêmement fonctionnelle. Donc ça, en allant la visiter, vous pourrez le découvrir. Elle est très géométrique, très rationnelle, très bien pensée. Et puis elle est, il y a des matériaux incroyables. Alors, elle est en béton, elle est avec des briques jaunes et des joints noirs qui est très, très spécifique de cette maison sur chacune des façades, voilà. Et puis, à l'intérieur, on retrouve des marbres de couleurs différentes, du blanc, du noir, du jaune. Ça vient de Suède, de Sienne, l'Italie, bien sûr. Il y a des bois incroyables, de poiriers, d'acajou de Cuba, des tissus, des cuirs, des métaux. Et puis, c'est vraiment une très, très grande maison. On l'appelle le paquebot, quoi. C'est un château, quoi. C'est un château moderne. Et l'une des caractéristiques, c'est que, dès cette époque, le confort était un peu une exigence, finalement, de ceux qui ont voulu cette maison. Alors, il faut bien se remettre dans le contexte. On est entre les deux guerres, 1932. Tout le monde n'a pas le confort, évidemment. Mais dans cette maison, on retrouve du chauffage central, on retrouve un ascenseur, on retrouve des téléphones dans chacune des pièces. Il y a des haut-parleurs qu'on retrouve aussi avec des horloges très modernes. Les haut-parleurs, on écoute la radio, on lance des messages. Il y a une piscine à l'extérieur pour faire du sport parce que c'est important. Il y a cette question de l'hygiène qui revient à cette époque-là avec les modernistes. Et puis une cuisine extrêmement bien équipée, des salles de bain extrêmement bien équipées aussi, des pèse-personnes qui sont intégrées dans le mobilier. Et le mobilier, justement, un mot du mobilier.
mobilier parce que aussi il est important. Alors, à ces époques-là, l'architecture, on la conçoit avec le mobilier. Donc, il y a lui-même, Robert Mallet Stevens, va dessiner du mobilier, du design, forcément, à l'intérieur. Et il va s'associer avec Marcel Breuer, qui est une grande star, effectivement, du modernisme aussi à cette époque. Jean Prouvé, qui va dessiner des petits éléments de serrurerie. Les frères Martel, qui sont très connus, qui sont deux frères qui vont dessiner notamment un relief qui se trouve dans la salle à manger des enfants. Et puis, André Salomon, qui est quand même l'éclairagiste, qui va animer un éclairage indirect dans les grandes pièces importantes et qui est vraiment très très beau. Et là, on est au tout début donc, des années 30. La maison est également pensée avec un jardin avec une articulation réfléchie. Hein. Ah oui, le jardin est complètement fait partie de l'architecture de cette maison. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne retrouve pas le jardin initial parce qu'il y a eu une histoire un peu compliquée dans les années 80. Mais en tout cas, on reconnaît à travers ce miroir d'eau qui est dans le prolongement, qui fait des très très belles photos d'ailleurs, quand on est au bout de ce miroir d'eau, et il y a une vraie perspective. Donc oui, c'est un ensemble. Il y a un petit truc qui est assez intéressant, c'est les menuiseries. Les menuiseries de l'extérieur sont noires. Quand on regarde de l'extérieur, parce que les fenêtres sont noires, le vitrage est noir, donc c'est bien harmonieux. Par contre, quand on est dans la maison, la menuiserie est vert clair, en harmonie avec ce jardin justement. Vous parliez des années 80, d'histoire justement. On va parler un peu d'histoire avec la Seconde Guerre mondiale hein, qui vient signer la fin d'une ère. Alors oui, en 1940, elle est réquisitionnée par l'armée allemande et quand la famille retourne en 1947, c'est plus du tout la même chose. Alors déjà, la famille a évolué, c'est-à-dire que les grands-enfants de la première génération sont partis, se sont mariés, ont quitté le foyer. Donc cette maison, elle est trop grande et puis en plus, je pense qu'ils s'y sentent pas forcément très très à l'aise du fait de l'avoir abandonnée pendant Donc elle est transformée. 4 ans. Donc elle va être transformée par un nouvel architecte parce que Robert Mallet Stevens est mort en 1945. Et donc, ils vont devoir faire appel à Pierre Barbe, qui est un nouvel architecte, mais qui n'est pas tout à fait dans la même mouvance que Robert Mallet Stevens. Donc en 65, Paul Cavrois décède et c'est surtout en 85 que Lucie, son épouse, décède et là la maison est vendue à un promoteur immobilier et là c'est le début d'une période très très compliquée. Donc elle va être inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, mais à partir de 1990, ça se dégrade. Et on a tous vu des images de cette villa Cavrois récemment, hein, dans les années 90, complètement dégradée. Complètement dégradée. Donc, au début des années 90, il y a une association qui s'appelle la Sauvegarde de la Villa Cavrois, qui a pour objectif cette sauvegarde, la restauration fidèle, donc revenir au travail de Robert Mallet Stevens, et puis une ouverture au public. Alors, ils vont être soutenus par les plus grands architectes internationaux, Tadao Ando, Norman Foster, Enzo Piano, Dominique Perrault. Voilà, il faut aller chercher les plus grandes stars de l'architecture, parce que c'est Robert Mallet Stevens aussi. Et puis, à partir de 2001, elle va être rachetée par l'État. Et donc, c'est le début de la restauration au début des années 2008 et 2015, la réouverture au public. 2015, il y a 10 ans, très précisément, le public peut enfin avoir accès à cette Villa Cavrois. Alors, 2025, c'est aussi une année forte, une année de célébration et il s'y passe beaucoup de choses. Oui, il s'y passe beaucoup de choses. C'est les 10 ans d'ouverture du public, 2015. C'est aussi les 80 ans de la mort de Robert Mallet Stevens, qui décède donc en 1945. Donc c'est un moment extrêmement festif. Cette année, ça aura été une année festive avec beaucoup d'événements qui ont été organisés. On arrive bientôt à la fin. Alors il y a du 7 octobre au 14 décembre, il y a encore une exposition qui est organisée avec la FRAC Picardie. Mais régulièrement, il faut voir l'agenda qui est proposé sur le site internet parce qu'il y a toujours des petites choses rigolotes. On peut y dîner, des fois, on peut y dormir une nuit. Puis il y a des visites qui sont toujours intéressant. Marie-Laure, est-ce qu'il faut être féru d'architecture pour s'y intéresser et pour aller visiter la Villa Cavrois ? Il faut aimer l'architecture, mais ça fait partie de notre patrimoine, en fait. Donc, c'est important pour les Hauts-de-France, c'est un patrimoine important pour la France, pour l'Europe, pour le monde, j'ai envie de dire. Donc, c'est ouvert à tous, les enfants, les personnes âgées. Non, ça fait partie de notre patrimoine, il faut y aller. Alors, du concret, justement, à propos de faut y aller, où c'est, quand est-ce que c'est ouvert, comment ça fonctionne ? Donc, c'est à Croix, c'est 60 avenue Kennedy. C'est dans le nord, près de Lille. Près de Lille, voilà.
Voilà, c'est au-dessus. Alors, ça a été construit sur une colline à l'époque pour voir Roubaix. Alors maintenant, on voit plus Roubaix, mais à l'époque, on voyait les cheminées des usines au-dessus. C'est à côté du parc Barbieux, donc autant en profiter aussi pour aller visiter un des plus jolis parcs de France. Et aller voir, il y a un billet qui est jumelé, qui est couplé avec la piscine de Roubaix. Voilà, c'est aussi la piscine de Roubaix, c'est aussi un musée qui a été transformé d'une piscine, qui a été transformée en musée et qui est absolument remarquable aussi. Vous avez des étoiles dans les yeux quand vous parlez de la Villa Cavrois. Quel rapport vous avez avec le bâtiment? Comment est-ce que vous le regardez, l'appréhendez? Moi, je m'y sens toujours. Alors, c'est un bâtiment dans lequel je me sens toujours à l'aise. Je le trouve extrêmement moderne. C'est une période que j'aime aussi beaucoup. Voilà, la révolution industrielle et puis cette période d'ère moderne jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Je trouve qu'il y a eu énormément d'avancées. Alors là, c'est un patrimoine très luxueux, mais si on compare l'architecture en parallèle, toutes ces avancées sociales pour construire pour le plus grand nombre. Voilà, il y a beaucoup d'inspiration dans cette maison qu'on retrouve aujourd'hui dans notre quotidien à nous, notamment sur le design. Voilà, donc j'organise régulièrement des visites avec mes étudiants et voilà, je ne me lasse pas d'y retourner. Et vous ne vous lassez pas, Marie-Laure Stéphanie, avec vos étudiants, parce que, je le rappelle, vous êtes enseignante en architecture à Junia, l'école d'ingénieurs de la Cato, responsable pédagogique domaine bâtiment, aménagement, architecture. Vous étiez notre experte cette semaine à propos de la Villa Cavrois. Un grand merci d'être venu répondre à ces questions en studio. L'entretien va être à retrouver, cette chronique va être à retrouver sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France, également sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France.